installez-vous. Vous avez, alors j'attends mes invités suivants, ils vont arriver. On va attaquer sur l'innovation. On sait qu'il y a des nouvelles méthodes qui émergent comme le hors-site. On a des matériaux biosourcés qui sont de plus en plus utilisés, géosourcés, on a du réemploi, hein, du recyclage. Toutes ces innovations qui peuvent être aussi au niveau des méthodes du management, des méthodes partenariales de travail, toutes ces innovations, ça ouvre de nouvelles perspectives vers de la massification, de la rénovation, vers une construction peut-être plus de qualité, plus respectueuse aussi de l'environnement. Elles ont lieu, ces évolutions, à toutes les étapes de l'acte de construire. On parle de la définition du programme à la conception, de l'organisation du chantier à la fourniture des matériaux. On va s'interroger au cours de cette table ronde sur les rôles et les responsabilités de chacun des acteurs du secteur, sur le degré de maturité, justement, pour faire face à ces modèles économiques de ces nouvelles solutions, parce qu'il va falloir peut-être en élaborer des nouveaux modèles. Sur la capacité de diffusion aussi, comment on fait pour que chacun connaisse les différents matériaux et les différents usages nouveaux, comment chaque métier perçoit ces évolutions et comment il se les approprie, comment il s'organise. Alors, vous êtes deux, voilà, donc vous allez, Paul Dufy, secrétaire général. Non, pardon. Vous voulez qu'on vous aide? Comment? Michel Fréchet, pardon. Président de la Confédération Générale du Logement. Et Cécile Mazot, présidente de la Commission Innovation et Transition Numérique à la Fédération Française du Bâtiment. Déjà, Cécile Mazot. Donc, on peut commencer par établir un petit peu un état des lieux de ces changements de l'acte de construire. À quel niveau, en fait, ça se passe? Qu'est-ce qu'on peut constater aujourd'hui en termes d'innovation? Où est-ce que ça bouge? Où est-ce que ça change? Est-ce que vous, de votre côté, professionnel, comment vous voyez les choses? Parce que ça bouge, on a l'impression à une vitesse grand V. Est-ce que les professionnels sont prêts à absorber ça? Est-ce que les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'œuvre rentrent dans la danse? C'est compliqué? Comment ça se passe? Ça marche? C'est bon, ça fonctionne? Oui, bon. Bonjour à toutes et à tous. Au niveau de l'innovation, on dit souvent, est-ce que là vous innovez? Les entreprises comme les promoteurs, comme l'ensemble de l'acte de construire, innovent en permanence. On n'a pas attendu 2024 pour innover. Au 19e siècle, on innovait. Au 20e siècle, on innovait. Ce qui est intéressant de voir, c'est que la crise, elle est moteur d'innovation. Donc finalement, cette crise qui est quand même très importante, comment on s'en sert finalement pour rebondir et pour créer peut-être autre chose. Voilà. Ça veut dire qu'on peut avoir des ruptures d'innovation. On parle souvent d'ailleurs de ce terme-là. Quand il y a une crise, on est au pied du mur et on invente, quoi. Tout à fait. Généralement, en période de crise, on a plutôt des innovations de rupture. Donc, mais maintenant, dans quel sens on souhaite aller tous ensemble? Moi, ce que je peux apercevoir, c'est qu'on a quand même des règlements. Alors, venez, hein, venez, là, installez-vous, rejoignez-nous. Vous avez un escalier par là-bas, sans problème, avec plaisir. L'objectif, c'est peut-être se mettre autour de la table et de se dire comment on construit demain. Finalement, on a des enjeux forts, on a des enjeux donc de foncier, des enjeux de vieillissement de la population, on a des enjeux bien évidemment climatiques. Alors, et donc du coup, tous ces enjeux, finalement, mis bout à bout, comment on peut y répondre collectivement? Alors, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Donc l'objectif, c'est, enfin pour ma part en tout cas, ouais. Allez-y, allez-y, je vais vous représenter tous. Je laisse juste Cécile terminer sur son propos. Ce qui est intéressant, c'est de finalement peut-être de se disrupter la façon de construire. C'est moi. Ils sont pénibles. Hein. Alors là, ils sont très dissipés. Hein. C'est l'innovation, c'est ça, c'est des nouvelles méthodes d'intervention en fait que vous inventez. J'arrive quand je... On a tout mélangé, on vous a mis le bazar. C'est pas grave. L'objectif, c'est peut-être de voir comment est-ce qu'on peut disrupter notre façon de penser le projet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on le voit bien, quand on a un foncier, quand on a la chance d'avoir un foncier, le foncier, des fois, est pollué. Des fois, le foncier, du coup, il y a un foncier, mais il y a un bâtiment dessus, il faut le rénover ou le réhabiliter. Donc, on est en permanence, on a la biodiversité, on a les nouveaux usages. Donc, on est en permanence en train de, finalement, réinventer cet acte de construire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment est-ce qu'en amont, on peut finalement penser les projets pour, répondre aux coûts de construction, répondre au projet dans son ensemble, répondre aux attentes des élus et aux attentes des citoyens également. Voilà. D'accord.
Donc repenser le projet globalement, ça tombe bien, puisque maintenant, comme on a tous les intervenants, on va pouvoir faire du début à la fin des projets. Je vous refais un petit tour de table, du coup, maintenant qu'on est au complet. Et je vous présente Paul Dufil, secrétaire général de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. Nous avons donc Emmanuel Olivier Sénéchal, que vous êtes directrice de l'innovation territoriale, coordinatrice du collectif SAT Elite. Jean Calt, architecte de l'agence Philippon-Calt, architecte urbaniste. Cécile Mazot, donc, qu'on a vu, et Michel Fréchet, donc on est au complet. Je vais rebondir justement sur cette idée de penser globalement le projet en termes d'innovation avec vous, Emmanuel, pour nous dire, donc vous, pour rappel, hein, vous représentez évidemment la maîtrise d'ouvrage HLM. Vous tentez au sein du collectif Satellite d'impulser une autre façon justement de faire du logement auprès des entreprises, des architectes, des organismes de formation. Votre collectif réunit 8 bailleurs sur le territoire de la Sambre-Avesnois-Thiérache, dans les Hauts-de-France. C'est quoi l'objet de ce collectif et de cette idée de lancer une façon différente de faire du logement? C'est pour s'adapter très vite à une nouvelle situation qui demande à ce qu'on, comme disait Cécile, à ce qu'on se réinvente? Alors, ouais, ça fonctionne. C'est pas, comment dire, c'est une nécessité sur le territoire en réalité. En fait, nous venons des Hauts-de-France. Effectivement, c'est un territoire qui a été désindustrialisé, où aujourd'hui la population est plus fragile, plus en difficulté qu'ailleurs. Bon, c'est un territoire très particulier, au point qu'après 10 projets en rue et la naissance de l'EPF, il a fallu que l'État se repenche à nouveau au chevet du territoire pour mettre en place une nouvelle politique publique et un contrat territorial. Parce que c'est un territoire qui est très fragilisé, notamment par la désindustrialisation. Exactement, exactement. C'est un territoire en déprise où une personne sur 4 est pauvre, où il y a 20% de... Ça fait un peu, désolé hein, de parler comme ça, mais où il y a 20% de chômage. Voilà. Et en fait, les bailleurs ont très conscience, non seulement d'être des sentinelles de la santé sociale du territoire, mais en plus que leur action pèse énormément sur l'économie et sur la manière dont les gens peuvent vivre, et du rôle social et sociétal qu'ils jouent, plus que social, vraiment du rôle sociétal. Ce qui fait que, en fait, la transition écologique forcée est une vraie chance. C'est une opportunité pour nous d'en faire également une transition sociétale, justement, que ce ne soit pas juste la décarbonation du parc qui soit en question pour amener aux populations qu'on loge à un plus grand confort de vie. Ça, c'est essentiel et merveilleux. Mais au-delà de ça, ça nous permet de tirer une énergie locale pour... comment dire, que le territoire complet en bénéficie. Mais ça veut dire se cibler en même temps qu'on fait de la rénovation, de s'inscrire tout de suite dans des objectifs de transition écologique et notamment énergétique quand on pense au bâtiment? Exactement, mais aussi de pouvoir remobiliser complètement la filière, de tirer avec nous. Nous, on a un objectif et des contraintes, on a des réglementations qui s'imposent à nous et on est bien content qu'elles existent. Mais n'empêche que sur le territoire, si on n'emmène pas avec nous et les entreprises et les locataires aussi par ailleurs pour l'usage et finalement tout le tissu économique qu'on peut mobiliser, on va passer à côté. Si on fait appel à des énergies extérieures en déroulant aujourd'hui des isolants minces comme on a pu dérouler des mètres carrés avant d'isolant minéral, on n'aura rien gagné. Donc en fait, ce qu'on cherche, c'est à revenir aux ressources du territoire, qu'elles soient humaines ou matérielles, et au savoir-faire, pour remobiliser complètement une nouvelle économie. Donc une espèce de cercle vertueux où à la fois on reloge mieux et en même temps on utilise les ressources du territoire et on fabrique un peu de l'activité. Ouais, tout à fait, on essaye de réagir, c'est un grand mot, mais c'est un joli mot, de manière écosystémique finalement. Donc on s'intéresse à toutes les ressources, comme je vous disais, humaines et matérielles, d'autant que on se rend compte quand même qu'il y a un taux de chômage qui explose, mais en même temps les entreprises ont des problèmes de recrutement. Du coup, si là on peut retrouver des matières qui soient géosourcées, on fait des économies de carbone énormes, et en plus on a pour volonté justement de réinventer des filières.
sur des matières qui existaient avant. Alors, on est un territoire donc désindustrialisé, mais on a du coup des savoir-faire anciens, mécaniques qui sont très intéressants sur le travail du métal, par exemple, ou le textile, même la filature. Et on a de l'autre côté un territoire hyper agricole. C'est magnifique, hein, vous pouvez venir voir, c'est très très joli. On a du bocage, des vaches qui poussent, des vaches laitières principalement, et des bosquets, des forêts. Bon, voilà, c'est très joli. Mais tout ce territoire agricole, c'est une énorme ressource aussi. Moi, je souhaite même que ça puisse devenir un grenier de la construction en France maintenant, parce que les champs de céréales qu'on produit, on en extrait forcément la graine pour se nourrir, mais on a aussi la tige qui était jusqu'à maintenant un déchet. Enfin, ça servait de litière, c'était toujours utilisé, le bon sens. Mais aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle un coproduit. Ça peut permettre de produire l'isolant. Comme la terre, on est un territoire d'argile. Il y a pas mal de terres en France quand même, mais chez nous, on est un pays de maçons. On faisait cuire l'argile jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, on a en décarbonation une terre crue qui est une ressource énorme, alors que ce soit les enduits, il faut une certaine acceptabilité pour le locataire. Il y aura beaucoup de sensibilisation à faire. Mais en tout cas, en tant que liant ou en tant que béton de terre, même structurant, en tout cas liant d'un isolant, c'est extrêmement prometteur. Donc c'est une nouvelle ressource, vraiment, une nouvelle dynamique territoriale qu'on peut instaurer en tant que bailleurs sociaux. D'accord, donc aller chercher des ressources locales. Je me tourne vers l'architecte. Est-ce que c'est faisable ça Est-ce que vous, quand vous concevez vos projets, vous avez la possibilité d'intégrer ça? J'imagine que vous travaillez différemment au fil des années en fonction de la situation économique. Vous inquiétez pas, ça marche. Comment ça se passe? Comment vous concevez ça? Et est-ce que vous pouvez intégrer tous les matériaux? Est-ce que c'est facile? Est-ce qu'on intègre comme ça toutes les nouveautés? Ou est-ce qu'on invente? Comment ça se passe? Alors, ça résonne. C'est vrai que l'innovation, d'une façon générale, elle nous oblige un peu à nous questionner sur la façon de travailler avec tous les acteurs. Que ce soit effectivement les gens qui fabriquent, les industriels, mais aussi les entreprises, les maîtres d'ouvrage et aussi pour les usagers, je dirais. Donc, toute la partie des matériaux biosourcés, c'est une partie qu'on travaille essentiellement avec les industriels ou les fabricants. Et là-dessus, il y a une telle multitude d'inventions et de nouveaux matériaux en permanence qu'il faut être curieux. Comment on se repère justement là-dedans? Comment on se dit, ça va être le matériau du futur parce qu'il sera écologique, pas cher? Nous, on a une théorie, enfin, elle est relativement pragmatique, c'est utiliser le bon matériau au bon endroit. Donc c'est déjà réfléchir à la façon dont on veut construire le bâtiment, son économie, et à partir de là, prendre le matériau. C'est pas partir du matériau pour se dire je vais faire un bâtiment en pierre ou en terre, quelque chose comme ça. Donc donc effectivement, il faut avoir une très bonne connaissance de toutes les inventions et de tous les nouveaux matériaux biosourcés, géosourcés, qui sont d'ailleurs, on appelle ça des nouveaux matériaux, mais ils sont très anciens. On les utilisait il y a 200 ans. Donc on ne fait que réapprendre finalement ce qu'on avait oublié d'utiliser. Ceci dit, il faut l'utiliser effectivement pour ce qu'il est. Chaque matériau a ses caractéristiques plastiques, je dirais environnementales bien sûr, structurelles. Quand on parle de matériaux biosourcés, par exemple, c'est vrai que la terre, puisque vous évoquiez la terre crue, la terre, c'est magnifique comme matériau, mais ce n'est pas un matériau porteur. En tous les cas, sur les opérations que nous, on réalise en ville, c'est vrai qu'il y a une vraie différence entre ce que vous faites en milieu rural et en ville où on fait des immeubles qui font 6 étages, 10, 13 étages. Donc on est obligé aussi de prendre le matériau, évidemment pour ces raisons-là, pour ces raisons techniques, et puis aussi pour ce que je disais, la plasticité, sa qualité d'usage aussi. C'est vrai que construire en bois, ça apporte une vraie chaleur au logement. Bon, à la différence, enfin, à la difficulté que malheureusement on ne peut pas garder le bois apparent à l'intérieur du logement. Enfin bon, oui. Pas rentrer dans les techniques, mais c'est vrai que même un immeuble qui a une façade bois, il dégage forcément une atmosphère différente qu'un immeuble en béton. Donc c'est un peu c'est tout ce travail qui fait qu'on choisit tel ou tel matériau. Ouais. Après, c'est vrai qu'on a une... Je vous en prie. Non, je voulais vous dire, parce que moi j'ai une question à vous poser justement sur les savoir-faire, mais vous pouvez aussi poser vos questions sur le numéro qui va s'afficher. J'en ai pas encore, mais vous allez avoir le numéro.
06 44 64 65 04 qui s'affichent, et n'hésitez pas vraiment, je les relais tout de suite à nos intervenants. Non, j'avais une question toute bête, c'est de savoir pourquoi ces savoir-faire, tout à l'heure vous en avez parlé, Emmanuel, ces savoir-faire, bah, on les a plus utilisés, des matériaux qu'on utilisait avant et qui reviennent au goût du jour, et finalement on les estampille presque innovation alors que c'est des choses qui dataient. Comment ça se fait qu'on en est arrivé là? Et est-ce que c'est du coup une bonne nouvelle qu'on revienne à des choses un peu anciennes? Peut-être que c'est quelque chose de plus solide, je ne sais pas. Bah, on est arrivé à ça parce que le béton est arrivé et qu'il a complètement bouleversé la façon de construire. Avant le béton, on construisait encore en pierre. Le béton, c'était le matériau magique. On dessine un projet et le béton fait le reste. Donc, c'était la facilité d'aller vers... Et donc, mais derrière la facilité, il y a un élément très fort, c'est le coût. C'est-à-dire que plus c'est simple, et plus c'est bon marché. Donc c'est juste parce qu'aujourd'hui, on est en train de repenser effectivement, je dirais, à la décarbonation et à réduire notre empreinte carbone, qu'on repense à des matériaux qui ne nécessitent pas effectivement cette puissance, enfin, cette consommation en CO2. Mais aujourd'hui, on peut aller vers des enfin, à notre avis, parce que encore une fois, moi j'ai une vision assez pragmatique de l'architecture, surtout dans le logement social, où je pense qu'il faut toujours accorder l'usage, je dirais, à l'économie du projet. Oui. On n'est pas là pour faire des projets dispendieux, on est là pour trouver des projets qui fonctionnent et qui prennent en compte évidemment les contraintes et les enjeux environnementaux. Alors il y avait une question, c'était pourquoi reprendre des anciens matériaux utilisés? Mais parce qu'ils trouvent leur place justement dans cette économie de projet dont vous parlez. Bah, il faut être honnête, aujourd'hui les matériaux biosourcés règlent le problème de la consommation carbone, mais ils ne règlent pas le problème financier. Il y a aujourd'hui une vraie difficulté à intégrer dans les opérations qu'on réalise. Hein. Alors c'est peut-être différent dans des opérations plus de maison ou d'habitat plus petite taille, mais en tous les cas sur du collectif. Toute la difficulté, et là c'est un autre interlocuteur avec lequel il faut qu'on travaille, c'est l'entreprise, c'est comment on arrive à intégrer en amont tous ces matériaux qui sont devenus indispensables pour décarboner le bâtiment, tout en restant dans une épure économique viable. Et alors aujourd'hui, il y a un système qu'on appelle de conception-construction, enfin les marchés en PMGP ou en conception-construction, qui permettent de travailler en amont avec les entreprises et finalement de s'assurer que le projet ira à son terme. Bon, quand vous parlez aux entreprises qui vont dans ce genre de marché, ils vous disent toutes qu'elles perdent de l'argent. Mais au moins, il y a une assurance pour le maître d'ouvrage que les enjeux... et donc, on y arrive, mais c'est quand même très compliqué. Très compliqué. Bah justement, avant de me tourner vers Michel Fréchet, j'ai une question, et peut-être Cécile Mazot, sur l'utilisation des matériaux des filières locales. Est-ce que c'est possible avec le marché unique européen, voire mondial, des matériaux? Est-ce que c'est difficile de s'approvisionner avec les filières locales quand on est coincé parfois avec des marchés Non, non, pas du tout. On a la chance d'être quand même dans un pays où il y a quand même une richesse en termes de matériaux. On a une économie locale qui fonctionne très bien et on a des partenaires qui sont quand même assez proches. Quand on ne sait pas proche, ça reste français. Nous, sur tous les blocs de chanvre, par exemple, on a un partenariat avec une entreprise, un fournisseur qui est dans le Jura, et c'est le maximum qu'on puisse aller en ayant entreprise sur Lyon, vous voyez. Donc tout le reste, on y trouve quand même relativement localement. Après, l'objectif, comme ça a été dit, c'est de travailler localement. Donc oui, le tout béton a eu plein de facile. Enfin, ça a été facile de travailler avec le béton. Le béton, c'est un matériau qui est extraordinaire. Après, je pense que la législation a poussé tout le monde à réfléchir différemment, d'où ce retour aussi peut-être aux matériaux biosourcés et géosourcés. Après, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. L'objectif aussi, c'est peut-être de faire un temps de pause et faire aussi des REX sur ces opérations pour voir si les choix techniques qu'on a pris sont aussi bons pour la planète. Voilà. Donc pas trop se précipiter, pour éviter peut-être de recommencer des erreurs ou en tout cas des mauvaises routes. Non, c'est surtout avoir des retours d'expérience pour savoir si, c'est viable pour tout le monde. Est-ce que le travail entre architectes, entreprises a bien fonctionné? Est-ce que le matériau qu'on a posé, on l'a posé correctement? Parce que si on se dit demain, allez, on arrête le béton ou on fait moins de béton, on passe tout en bloc de chanvre, ça va poser un problème d'approvisionnement, ça va poser un problème de matériaux et donc du coup de renaturation.
et ça va aussi poser des petits soucis décennales accessoirement. Parce que si c'est pour vite poser des matériaux qu'on connaît à peine, on va dire, enfin, ceux qui le posent depuis des années connaissent, mais globalement, ça fait 5 ans qu'on redécouvre ces matériaux-là. Il faut faire attention à notre façon de poser les matériaux pour ne pas avoir après des surcoûts en décennale. Ouais. Alors, oui, allez-y. Je voulais juste rebondir sur ce que vous disiez. Je pense qu'il y a quelque chose qu'on pourrait mettre en place justement pour essayer d'optimiser les coûts de la construction avec ces nouveaux matériaux. Il n'existe pas à la fin de la construction d'un immeuble une réunion où on ferait comment on appelle ça, un retour d'expérience croisé avec les entreprises, la maîtrise d'ouvrage et nous. Ce qui permettrait je ne dis pas de démonter le bâtiment, mais de regarder les incidences financières avec tous les choix architecturaux et techniques qui ont été pris et de s'assurer qu'ils étaient intelligents, corriger ce qui ne l'était pas, mais qu'il y ait quelque chose de très formel qui permette à chacun, tous les acteurs du bâtiment, finalement, de tirer parti de cette expérience. Chaque bâtiment est un premier de série, on ne fait qu'une fois le bâtiment. Donc il faut à chaque fois en tirer le maximum d'informations et c'est vrai que cet élément n'existe pas. J'ai jamais réussi, je l'ai souvent demandé aux entreprises de maître d'ouvrage. Il faut l'inventer. Donc voilà, je lance le message. Donc un regard croisé, oui, je voulais... On a un bon modèle local, on a une association qui fait ça, qui est super intéressante, on partagera. Voilà, la perche est lancée, elle va naviguer un petit peu et aboutir sûrement. Et c'est intéressant. Michel Fréchet, je voulais vous faire agir sur ce regard croisé qu'on pourrait avoir à la fin. On imagine bien qu'au bout du bout, c'est pour satisfaire aussi les usagers, donc les locataires. Comment vous voyez justement ces évolutions et quelle place pour l'usager, pour le locataire dans ces évolutions? Est-ce que sa place, c'est un peu aussi en amont? Ce serait souhaitable qu'il puisse partager ça dès le départ, on va dire, puisqu'on est dans quelque chose de plus global, comme vous l'avez dit en introduction, Cécile. Oui, alors je vais avoir quelques difficultés à répondre aux interventions parce qu'on entend très très mal. Oui, alors mettez bien les micros près de... J'espère qu'on m'entend mieux ici, enfin du moins dans la salle. Alors, en ce qui concerne les usagers, il y a deux choses à prendre en compte selon nous. D'une part, la préparation des projets avec les architectes, avec les maîtres d'ouvrage, enfin, etc. Et il nous semblerait tout à fait normal qu'on associe les usagers à la présentation, à la conception des projets. Alors, on peut nous répondre que c'est compliqué, que les usagers n'y connaissent rien, etc., ce qui n'est pas complètement faux d'ailleurs. Mais à ça, je répondrai que les usagers, eux, ils vont occuper les appartements. Et ils vont les occuper pendant des années. Et pendant des années, ils vont subir les appartements dont les conceptions auront été mal pensées. Donc, il nous semble à nous important que ces usagers soient associés. Alors, de quelle manière? Parce qu'évidemment, quand un immeuble n'est pas encore construit, il est compliqué d'y associer les usagers qui vont l'occuper. Mais dans la mesure où on a affaire à des bailleurs qui gèrent un patrimoine important, il est tout à fait imaginable que ces bailleurs constituent une équipe d'usagers qui habitent déjà dans le patrimoine et qui pourraient, à leur manière, participer à la conception de l'immeuble. Alors, quand je dis à la conception, c'est un grand mot, mais à la manière dont les choses vont s'organiser dans l'immeuble. Alors, là encore, on peut nous dire, oui, mais les usagers n'y connaissent rien, ce qui est vrai dans certains cas, faux dans d'autres, et il serait intéressant, nous semble-t-il, d'y associer un organisme de formation que vous connaissez sûrement, qui s'appelle l'École de la rénovation urbaine, mais il y en a d'autres sur le marché, qui forme les usagers à différentes catégories de thématiques et qui pourrait, avant même que ces usagers se réunissent avec les concepteurs, qu'ils passent quelque temps avec cette école de formation qui les initierait aux matériaux et à d'autres choses. Comme ça, ils arriveraient dans une équipe qui serait constituée par le bailleur, parce que c'est lui quand même qui est le commanditaire, ils arriveraient dans cette équipe avec un minimum de connaissances. Ils auraient leur connaissance d'usagers qui occupent déjà un logement et qui connaît les défauts de ce logement, si toutefois il y a des défauts dans le logement, et en même temps, ils pourraient amener des idées qui constitueraient l'innovation. Ça, c'est la préparation avant. Ensuite, il y a dans le déroulement du chantier lui-même. Oui. Et là, on a beaucoup de choses qui nous remontent où les usagers... Alors là, ce n'est pas pour la construction, c'est plutôt pour les rénovations, où on nous remonte des tas de nuisances
qui sont insupportables pour les usagers. Nuisances Des sonores, travaux qui commencent avant les horaires qui ont été annoncés, des difficultés de relation avec le personnel qui intervient sur les chantiers, et ça, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Alors, ce n'est pas général. Nous, évidemment, ce qui nous remonte, ce sont les choses qui ne vont pas. Les choses qui vont bien, elles nous remontent rarement. Mais il y a quand même des choses qui ne vont pas très bien, et donc il est important de le dire, notamment dans la recherche de solutions pour qu'il y ait des relations correctes, cordiales, agréables entre les ouvriers qui interviennent sur le chantier et les usagers. Et puis, ce qu'on m'a souvent fait remonter, c'est qu'on a constaté qu'au niveau professionnel, eh bien, il y avait, alors je regrette de devoir le dire, mais il y avait des travailleurs qui connaissaient mal leur métier, qui manquaient de formation, qui étaient souvent, nous a-t-on appris ou nous a-t-on dit, recrutés au dernier moment. Enfin, je ne sais pas exactement comment ça se passe dans ce domaine, mais en tout cas, des personnes qui possédaient mal le métier et qui commettaient des erreurs au moment de la réhabilitation qui pouvaient avoir des conséquences ensuite assez importantes pour les usagers en termes d'inondation par exemple ou autre. Donc là encore, c'est un problème qu'il faudrait essayer de résoudre parce que c'est un vrai problème pour les usagers. Je reviendrai sur cette partie de formation, d'appropriation en fait. Notamment, il y a une question sur justement si le tout béton était facile, ne risque-t-on pas de faire des bâtiments que les entreprises ne savent plus réaliser avec des risques notamment de malfaçon? Je reviendrai là-dessus, mais je voulais rebondir sur ce que vous avez dit, c'est-à-dire que les attentes des usagers, ce n'est pas forcément la réglementation, c'est aussi protection des abords, les nuisances sonores. De votre côté, Paul Dufil, vous considérez que c'est quelque chose d'important qu'il faut prévoir à l'avance, que la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre soit soucieuse de tous ces éléments-là en amont? Oui, bonjour à toutes et à tous. Peut-être un petit mot sur l'OPP-BTP. On est un peu moins connu parmi vous. Il y a un moment quand même où vous avez sans doute entendu parler de l'organisme. C'est au moment de la crise Covid et du fameux guide de l'OPP-BTP qui a replacé à un moment les questions, les enjeux de santé et sécurité des travailleurs au centre de toute la chaîne de construction qui était à l'arrêt finalement dans l'attente de ceci. Pionnier là-dessus. On a cherché à aller très vite parce que c'est vrai qu'à l'OPP-BTP, nous cherchons en permanence à concilier les intérêts des acteurs économiques avec l'exigence primordiale de la prévention des femmes et des hommes sur les chantiers. Alors, ce que vous dites, Monsieur Fréchet, moi, on constate une chose, nous aussi très souvent, quand il y a des enjeux d'exécution, qualité, de relations, ainsi de suite, on a très souvent aussi des enjeux de prévention. Et ceci milite effectivement, moi j'aime bien un dicton de nos grands-mères que j'applique à la construction, en disant que dans la construction, on n'est pas assez riche pour acheter pas cher. On ne peut pas faire d'impasse correctement. Dès qu'on fait des impasses, dès qu'on cherche à faire rentrer des programmes trop ambitieux dans des budgets qui sont insuffisants, ça signifie faire des impasses, et les impasses, on les paye toujours. Et il y a un certain nombre de travaux qui ont montré que la prévention des risques peut être un facteur pour gérer quelque part l'excellence opérationnelle, que la prévention est un facteur de la performance globale des opérations. Une des 3 majors françaises a eu l'occasion de faire des comparaisons sur des chantiers de type HLM, donc qui sont assez similaires, et pour lesquels ils ont établi une relation très nette entre eux, finalement, performance prévention de l'opération et performance qualité, respect du budget et du délai. Nous-mêmes, à l'OPP-BTP, on a fait de multiples travaux pour démontrer que dans de très nombreux cas, les actions de prévention amènent également des bénéfices au niveau qualité, délai, productivité. Donc il nous semble, je dirais, que quand on parle d'innovation, en tout cas nous appelons une innovation un petit peu sur l'ensemble de la chaîne, qui est d'appeler effectivement l'ensemble des acteurs à se saisir de cette question,
qui répond à de multiples injonctions finalement que nous recevons. Il y a une attente du public qui est de plus en plus forte autour de tout ce qui est santé et sécurité. Quand on en parle, je dirais bien entendu, si on est en rénovation, en site occupé, il y a une interaction directement entre l'activité de travaux et les personnes autour. Et il est évident que la bonne prise en compte de l'ensemble de ces éléments va non seulement, bien entendu, à commencer par cela, favoriser des opérations efficaces, mais le faire dans un cadre qui va être source finalement de confort, de bien-être pour tous. Donc c'est un point important qui nous semble à mettre en avant et à défendre. Est-ce que justement, il y a une question qui dit un regard croisé et un partage d'expérience au sortir de l'opération, comme vous l'avez dit, est-ce que ça ne pourrait pas être duplicable justement sur la santé et la sécurité? Est-ce que c'est des choses qu'on peut imaginer, faire un retour une fois que tout est fait, de se dire, bon, est-ce que côté santé, est-ce que côté sécurité du travail, on était dans les clous? Si, bien entendu. Alors je dirais même un certain nombre d'entreprises, je dirais, s'y mettent petitement au quotidien, avec des routines qu'on appelle de briefing et de débriefing, où chaque jour, avant de démarrer une tâche, eh bien, on requalifie ce qu'il y a à faire, les enjeux qualité, délai, les enjeux prévention, et on réfléchit effectivement à ce qu'on a fait précédemment pour tirer les enseignements. De fait, dans un métier, dans une profession où on fait beaucoup d'objets uniques, et où finalement, le savoir capitaliser sur ce qu'on a nécessité d'innover opération par opération permet de faire progresser l'ensemble de la profession. Je voudrais qu'on refasse donc un tour de table cette fois-ci sur les innovations qui émergent, et puis il y a déjà pas mal de questions dessus. Je vais vous demander à vous, Cécile Mazot, de rebondir sur des questions qu'on nous pose sur le fait qu'il y ait des expérimentations, ça coûte cher. On sait qu'il faut qu'on fasse baisser les prix et qu'il faut massifier la construction. Est-ce que c'est deux objectifs qui sont conciliables? Il y a aussi une question sur le hors-site. Est-ce qu'on maîtrise le hors-site? La construction, est-ce que ça a de l'avenir? Est-ce que ça peut être développé à grande échelle? Et il y a aussi une question que je mettrai un petit peu dans le même côté, c'est les matériaux de déconstruction. Est-ce qu'on peut les réutiliser? Est-ce que ça coûte plus cher? Est-ce qu'à terme, ça coûte moins cher? Comment vous voyez toutes ces innovations qui débarquent, et est-ce qu'on a la capacité de les assumer pour qu'à terme, elles coûtent moins cher et qu'elles rapportent plus en termes d'environnement, de recyclage et d'écologie? Je suis vraiment vigilante sur le toujours moins cher, toujours moins cher. À l'heure où on nous demande de plus en plus, on a de plus en plus de contraintes sur la partie environnementale, moi je mets un énorme bémol. Je pense qu'il faut réellement réfléchir à notre façon de construire, mais pas uniquement dans le matériau, pas uniquement dans le choix du matériau, dans l'usage. Aujourd'hui, l'urgence, elle est climatique, elle est de faire en sorte que les Français puissent être bien dans leur logement. Elle est là, l'urgence. Parce que partir vite, d'accord, ça va nous coûter excessivement cher en assurance. Quel est quid du prix du logement dans 20 ans si le logement n'a pas de terrasse, si le logement n'est pas bien ventilé? Si on mise tout sur la clim, je pense que c'est une grave erreur. Donc comment on conçoit les bâtiments, d'accord, pour répondre à ces enjeux? On l'a bien vu pendant la période Covid, il y a quand même une sacrée différence entre les Français qui vivent à la campagne ou en maison et les Français qui sont restés en ville. Donc l'objectif, c'est de travailler sur vraiment l'habitat urbain et de faire en sorte que cet habitat soit le plus possible, on va dire, adapté à tout ce réchauffement climatique, comme le refroidissement également. On parle beaucoup de réchauffement, mais on a aussi des périodes aussi de froid intense ou de pluie intense. Donc je me méfie énormément des raccourcis. J'ai l'impression que des fois, tout le monde veut être constructeur. Je l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'il faut faire un stop, pas un stop dans l'acte d'agir et d'innover. Non, il faut faire un stop dans la réflexion. On ne peut pas partir tout azimut comme ça. Moi, j'entends dire des fois, oui, le hors-site, c'est la solution de demain, il faut industrialiser. Enfin, moi, je connais bien le sujet. Si on veut industrialiser, on tue toutes les entreprises françaises, on tue l'économie française, on met 3 gigafactories en France qui vont venir construire, et puis on règle le problème. Non, on voit bien que la construction, c'est de la dentelle. Chaque immeuble est différent. On a besoin des architectes. On ne parle pas aussi de l'esthétisme, aussi des bâtiments. Si c'est juste pour construire des boîtes à chaussures, après, c'est une autre dimension, mais je ne pense pas que ça soit ce que veulent les Français. Donc je pense qu'il faut faire très, très attention. L'innovation, elle doit être au service de l'usage. Et elle doit être aussi au service des entreprises. Quand je dis au service des entreprises, vous voyez, à la commission innovation au niveau de la FFB, de la Fédération française du bâtiment, on a 3 groupes de travail. Un groupe sur l'intelligence artificielle,
un groupe sur le lean et le hors-site et un autre groupe sur la construction numérique. L'objectif de ces 3 groupes de travail, c'est de permettre aux entreprises de s'adapter, on va dire, à toutes ces nouvelles techniques, technologies, et de trouver, de renforcer leur savoir-faire et de prévoir l'avenir, on va dire, c'est ça. On voit bien que le digital touche nos collaborateurs, nous touche nous aussi en tant que chef d'entreprise. Comment on se sert de l'intelligence artificielle et du digital pour faciliter notre vie en tant que chef d'entreprise et notre vie des collaborateurs. Donc on se sort déjà de ChatGPT, les comptables scannent toutes les factures, il n'y a plus de comptables qui tapent, on va dire, les factures aujourd'hui, elles sont scannées, elles sont réparties automatiquement en comptabilité. On a des choses comme ça sur les chantiers, on se sert de plus en plus de digital, donc ça va dans le sens de Paul au niveau de la sécurité, c'est-à-dire que ça permet aux ouvriers d'avoir un travail, on va dire, plus facile, faciliter le travail, et ça va aussi au niveau de la sécurité. Voilà. Donc l'innovation, oui, mais l'innovation qui a du sens, pas l'innovation juste pour partir dans tous les sens et dire qu'on en fait. Au niveau du recyclage, je ne sais pas si l'un de vous, le recyclage des matériaux, est-ce que c'est quelque chose, ça, on parle beaucoup d'économie circulaire, hein, est-ce que c'est quelque chose qui se développe beaucoup? Est-ce que ça a de l'avenir? On imagine qu'il faut quand même une certaine masse pour redispatcher ces matériaux, qu'il y ait une filière. Est-ce que peut-être Jean Calt ou... Oh, pardon. Alors, je vais le dire plus doucement. Sur le recyclage, l'économie circulaire, est-ce que c'est une piste? C'était une des questions qui est posée. Est-ce que ça a de l'avenir? Tout comme le hors-site, on peut mettre des nuances, mais le recyclage, on imagine qu'il faut pas mal de matériaux recyclés pour pouvoir le redispatcher, pour qu'on puisse y gagner un petit peu, même si on n'est pas toujours sur la réduction des coûts. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant que... Oui, c'est moi qui on pose la question, bien sûr. Écoutez, sur le hors-site, je pense que c'est effectivement une solution qui est, en tous les cas, qui fait envie, parce que on arrive avec un matériau tout fait en usine, c'est industrialisé, c'est propre, voilà, on peut le faire. Mais je pense encore une fois qu'il y a un problème de coût. Il y a effectivement derrière le problème de tuer les petites entreprises qui pourront pas suivre dans ce genre de métier. Et est-ce que c'est utile dans tous les cas de figure? J'en suis pas sûr. Je suis pas sûr qu'en France, on ait les économies de marché suffisantes pour développer des entreprises de taille concurrentielle dans ce domaine-là. Je discutais avec une entreprise qui est peut-être là, qui est l'entreprise Savard, et qui fait des façades bois, du FOB et du MOB, et je lui demandais s'ils arrivaient à industrialiser leur process, et en fait, ils sont limités. Il y a un moment où l'investissement est tel qu'ils s'endetteraient tellement qu'il coulerait la société. Donc en fait, on n'arrive pas à aller jusqu'au bout du concept, je dirais, d'une industrialisation qui serait rentable. On est sur du hors-site et de l'industrialisation qui est toujours mixte, entre ce qui est un peu industriel et en même temps encore un peu manuel. Donc je pense que c'est intéressant, mais je ne vois pas à court terme, en tous les cas, un développement important de ce type de... En tous les cas, il y a des choses qui fonctionnent. Je parle des façades et du bâtiment. Il y a le hors-site, par exemple, sur des salles de bain ou sur des composants du bâtiment, fonctionnent assez bien et sont développés depuis très longtemps d'ailleurs. Donc là-dessus, je ne suis pas inquiet. Là, mais je parlais du hors-site pour de la construction lourde du bâtiment, de sa structure. Voilà. Je me tourne vers... Enfin, vous vouliez commenter sur le hors-site? Non, c'était... On a une expérience hors-site chez nous. Mettez bien le micro comme ça. C'est une expérimentation pour l'instant, mais ce sont des containers isolés en biosourcé, une entreprise qui produit ça pour faire des logements... qui donc travaille 2 mois sur un logement hors site. Mais nous, ça nous intéresse de nous pencher sur la question quand même parce qu'il pleut chez nous, en fait. Et le but, c'est aussi de... Enfin, je vous parlais du taux de chômage tout à l'heure, mais c'est de rendre à nouveau séduisants aussi les métiers des bâtiments et des travaux publics, et qu'on se dit que peut-être des gamins, en tout cas, on fait ça de la sensibilisation, des gamins qui viennent voir dans un chantier protégé, dans nos friches d'industriels, les grands vaisseaux qu'on a encore sur le territoire, plusieurs entreprises qui travaillent ensemble pour construire un logement au sec, à l'abri du vent, à l'abri du froid, et puis après la maison qui arrive et qui, pouf, est posée comme ça, en une demi-journée, elle est montée et ça crée aucune nuisance pour les riverains. Il y a quand même plein de vertus. Alors par contre, c'est... Chaque énergie, chaque question, chaque réponse, en fait, est subtile. C'est au bon endroit à chaque fois. Il faut faire attention, comme vous le disiez.
tout ne peut pas se faire, surtout l'industrialisation, ça fait un peu peur. C'est comme si enfin, moi, ça me fait un peu peur en tout cas. Et je trouve que le travail de l'homme, il est hyper important, au contraire, en plus, à préserver, mais donner une échelle, enfin, conserver cet artisanat aussi, mais faire que les gens puissent travailler ensemble pour gagner du temps, pour mieux gérer les chantiers, pour qu'il y ait moins d'arrêts de chantier avec la pluie, etc. La solution du hors-site, en fait, elle amène quand même quelques possibilités de progrès, à mon avis, mais c'est voilà, une seule expérience. Pour le réemploi, vous en parliez tout à l'heure. Le réemploi et le recyclage, économie circulaire, parce qu'on a du mal à y voir clair entre comme vous dites. les développements, les annonces et puis ce qui se fait réellement sur les chantiers. Alors, je viendrai l'année prochaine pour vous en parler. On vient de s'inscrire dans un projet interrégional, transfrontalier, avec nos voisins belges, toujours très dynamiques sur ce genre de sujet, qui s'appelle Renverser, et c'est justement spécifiquement sur le réemploi. Maintenant, il y a quand même, sur des matières assez faciles, ça se développe quand même. On a une entreprise locale, par exemple, de travaux publics qui a une machine. Il n'y a que 2 machines comme ça en Europe. Une machine énorme où il récupère l'ensemble de la matière qu'il a déconstruit pour refaire du granulat pour les fonds de chaussée de voirie, etc. Donc, il a décarboné la voirie. C'est quand même assez incroyable. Et en prime, justement, les eaux de lavage, on retire de l'argile dont on va essayer de trouver des filières de redéveloppement. Mais c'est petit à petit. Après, les faïences, ça marche très bien. L'électricité, comme vous le disiez, je ne dis pas que ça ne marchera jamais, mais on n'y est pas, quoi. C'est lent. On a une problématique d'assurance aussi. Donc, c'est sûr que dans le neuf, on peut déjà un peu recycler. On recycle les terres, on recycle les granulats au niveau des bétons. Après, c'est un petit peu plus limité. Sur la partie rénovation, là, par contre, on a quand même beaucoup de projets qui se mettent en œuvre aujourd'hui. Et on sent que le recyclage commence déjà à bien s'organiser. Il faut aussi laisser le temps aussi à la filière de s'organiser, parce que quand on fait, je sais pas, on rénove une centaine de logements, la filière n'a pas forcément, on va dire, 100 WC ou 100 douches à recycler. Enfin, je veux dire, il faut aussi avoir le matériel et les matériaux en abondance. Donc ça va se faire, ça va s'organiser, et il faut laisser un petit peu de temps. Mais oui, pour répondre à votre question, de plus en plus de projets se font en France, et tout est en train de se structurer et de s'organiser, y compris au niveau des assurances. Jean Cast, après je voudrais faire réagir. Non, juste parce que je n'ai pas répondu à votre question, donc je m'en veux un peu. Je n'ai pas répondu à la question du réemploi. C'est vrai que on a du mal à vous entendre à notre décharge. Non, c'est vrai que le réemploi est une piste importante aujourd'hui. On réalise un projet, par exemple, à Nancy, sur le plateau, avec Alexandre Chemetov, et il a mis en place justement ce système de ressourcerie, puisqu'il démolit énormément de logements sociaux. Et c'est vrai que dans le concept, c'est magnifique. Vous avez un magasin entier où vous pouvez retrouver aller chercher ce que vous voulez, des poignées de porte, aux portes, au lavabo, au baignoire, au garde-corps. Enfin, ça se met en place. Mais il faut quand même voir les limites du système. Je pense effectivement ce que vous disiez sur tous les équipements techniques, où là, il y a vraiment un problème d'assurance et peu d'entreprises veulent s'engager dans le réemploi de matériel qui ne serait pas garanti ni assuré. Par contre, sur la matière première, je pense qu'il y a énormément de choses à faire et c'est en train de se mettre en place. C'est vrai que le béton, ça se fait depuis longtemps, mais je pense au bois, au verre, enfin tout ce qui est... la matière première peut être, à mon avis, un élément important de réemploi. Dès que ça devient compliqué et je dirais technique, ça me paraît plus compliqué. Ouais. Donc l'idée de ne pas aller trop vite, de laisser la filière aussi digérer un petit peu toutes ces innovations, les tester, les rendre crédibles, et puis voir après comment on peut massifier. Il faut que ça devienne une habitude et surtout il faut que ça soit intégré dans les marchés d'entreprise. Oui. Parce que si vous arrivez trop tard et que le marché est parti, déjà bouclé, et que vous dites à l'entreprise, au fait, tiens, on va passer par la ressourcerie pour les lavabos, ça ne marche absolument pas. Donc il faut l'intégrer bien en amont. Ça n'aura pas forcément le même prix. Il ne faut pas imaginer une économie, mais si on l'intègre à temps, je pense qu'on peut effectivement s'en sortir, parce que les bienfaits du réemploi, c'est évidemment de ne pas piocher dans de ne pas jeter, c'est de récupérer. Et avec les questions, Cécile, dont vous parliez d'assurance aussi, qui va être un peu plus compliquée sur ces matériaux qu'on réutilise. Paul Dufil, je voulais vous poser une question, parce que là, il y avait la question, les chantiers de demain seront-ils automatisés, robotisés, avec moins de risques ou de dégâts? On sait qu'il y a toutes les innovations et les techniques, mais c'est aussi le geste,
les métiers qui vont changer par rapport à ça. Vous l'avez dit tout à l'heure, Cécile, l'intelligence artificielle pour tout ce qui est comptabilité. On voit ça évoluer, c'est aussi le métier même, la profession qui évolue? Ce que je commencerai par dire, c'est que les métiers de la construction sont quand même extrêmement divers, extrêmement diversifiés, et que je pense qu'une vision, je dirais, industrielle un petit peu étroite, effectivement, ne convient pas à nos professions. Après, l'industrie, ce ne sont pas que des machines qui fabriquent tout le temps la même pièce. L'industrie, elle est aussi très diverse. Et quand on parle d'industrialisation, il y a une recherche de reproductibilité, d'efficacité coût. Quand on parle du hors-site, effectivement, il y a aussi des enjeux, je dirais, finalement de toucher la matière différemment, de se mettre dans des conditions d'exécution, de préparation éventuellement plus facilement contrôlables, donc qui permettent aussi de garantir la qualité, donc les délais. Donc je dirais, on a tous ces éléments-là qui rentrent en compte. Et comme on l'a dit, bon, on va avoir beaucoup d'innovations parce que les attentes sur la construction changent. Il y a énormément d'idées qui germent partout. Le digital nous permet aussi d'envisager beaucoup de choses de façon très différente, avec une gestion de l'immédiateté, du partout, que l'on n'avait pas donc précédemment. Et donc tout ceci nous semble important. Et comme ça a été dit, en particulier par Cécile, il y a vraiment un besoin d'apprentissage dans nos branches. Hein, on a vu un certain nombre, je dirais, d'événements malheureux sur des chantiers parce que justement, les équipes sont confrontées à des choses nouvelles. Les bétons bas carbone, ça ne se manie pas comme les bétons traditionnels. Donc si on ne veut pas que ça s'écroule, ben, il faut s'y prendre un peu différemment. Le bois, c'est moins résistant que le béton. Donc là aussi, ça demande, je dirais, une accoutumance à ces matières. Et donc la découverte finalement de nouveaux métiers qui sont pris en charge. Enfin, il y a beaucoup de constructions hybrides maintenant. Jean en parle. L'hybride, c'est souvent des maçons qui se mettent à faire du bois ou des menuisiers qui font un peu de béton, un peu moins souvent quand même. Il y a des choses nouvelles à maîtriser. Après, derrière tout ça, je trouve qu'une chose qu'il ne faut pas oublier, à la question qui était posée, oui, la robotisation progresse. Oui, alors, l'industrialisation, elle est en marche depuis très longtemps. Je veux dire, les fenêtres fabriquées sur place, ça n'existe plus. Elles sont faites dans les usines. Il y a 50 ans, ce n'était pas le cas. Tout l'appareillage électrique, pareil, on a plein de choses qui arrivent qui sont prêts à installer. Il y a 50 ans, ça n'était pas le cas. Je crois que ce qu'il faut aussi bien prendre en compte, et moi j'aimerais remettre en avant un petit peu quand même le rôle des maîtres d'ouvrage là-dedans, parce que les maîtres d'ouvrage, ils ont un rôle d'impulsion, ils ont un rôle d'accompagnement, ils sont là pour aider toute la filière. C'est celui qui paye qui, quelque part, vient dicter donc ce qu'il veut. Et lié aussi à tout cela, on a des enjeux d'attractivité dans la profession. Et l'attractivité, c'est vrai pour les compagnons, c'est vrai pour les entreprises. Hein. Moi, je trouve intéressant de rappeler que les bons compagnons choisissent leurs entreprises. Les bonnes entreprises choisissent leurs maîtres d'ouvrage. Et les bons maîtres d'ouvrage font le nécessaire pour avoir les bonnes entreprises. Hein. Je pourrais paraphraser un homme qui était célèbre dans le domaine du management en disant que des compagnons heureux sont la garantie de construction de qualité. Est-ce que vous avez des exemples d'innovation justement qui permettent de protéger ou qui font évoluer les pratiques vers plus de sécurité? On peut imaginer que l'innovation, c'est aussi ça. Alors, je dirais peut-être ce qui est toujours porteur d'énormes possibilités, c'est le BIM. Oui. Parce que le BIM, quand on l'utilise bien en phase construction, permet effectivement d'anticiper énormément de choses. Une vision, donc d'avoir une identification des enjeux sécurité, et on voit bien que la préparation est un élément clé pour que ça se passe mieux. Après, on a des exemples multiples de robotisation, on a des robots de peinture, on a des robots de perçage. Alors donc après, ils font à la place de l'homme ou de la femme. Oui, alors souvent ce sera plus adapté à des grands chantiers avec de la répétitivité, parce que sinon après ce qui coûte cher, c'est toute la programmation donc logicielle. Après, on a énormément de petites innovations pour aider au positionnement. C'est des capteurs, c'est des robots, c'est des... Beaucoup de choses, effectivement, de cet ordre-là, mais pas que. Pas que. Il y a une inquiétude que je vois dans une question, l'architecture de demain est-elle encore plus celle de la standardisation comme dans les années 1950? Parce que c'est vrai qu'on entend parler industrialisation, massification, alors dans les grands projets, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'on a une inquiétude à avoir, parce qu'en plus on aura de moins en moins d'espace, sur ces questions-là, ou est-ce qu'on peut
continuer à construire avec des standards différents, avec une adaptation en fonction des territoires, en fonction des souhaits des uns et des autres, des usagers. Qu'est-ce que vous en pensez ? On est à l'heure de la modularité aujourd'hui. C'est-à-dire que des bâtiments tertiaires, on doit être en capacité de les transformer en logements, inversement. Donc le côté standardisation est intéressant, on va dire sous la forme de plateau. C'est-à-dire qu'après, on a une réversibilité des bâtiments et du coup, on a une façon de les réutiliser qui est assez intéressante. Après, la standardisation, on va dire, de la base du bâtiment ne veut pas dire qu'en termes d'architecture, les façades sont obligatoirement standardisées. Je pense qu'il faut quand même qu'on reste sur de belles façades et des façades travaillées, parce que ce qui anime aussi, ce qui fait aussi du bien aux citoyens, c'est notre fierté aussi d'habiter. Donc ça, il ne faut pas l'oublier, parce que c'est important. Par contre, qu'il y ait une réflexion sur la standardisation des bâtiments, c'est une réflexion qui est déjà en route, qui est en cours, et on le voit d'ailleurs par la réversibilité des bâtiments qu'on peut construire aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on pense tout de suite à la destination du bâtiment, plusieurs usages qu'il pourrait avoir dans sa vie ou des choses comme ça. Des plateaux de bureau, par exemple, se transforment assez facilement, soit en résidence senior, soit en résidence étudiante. Enfin, on a déjà, depuis au moins un siècle, on a déjà ce type de travail. Les bâtiments haussmanniens se sont très bien retransformés, soit en magasin, soit en bureau, soit en logement. On voit bien qu'il y a déjà une transformation. Donc c'est intéressant d'avoir pas cette standardisation, mais finalement cette modularité dans les cahiers des charges. Donc quand on dit modularité, c'est plutôt positif, c'est-à-dire qu'on s'adapte plutôt que standardisé où on trouve que c'est un petit peu. Je fais une différence pareil. avec la façade. Jean-Cal, tu as une précision là-dessus ? Oui, faire la standardisation pour les architectes, c'est un vieux sujet. Je pense qu'effectivement, on peut standardiser des composants de la construction pour les rendre efficaces, bon marché, de bonne facture. Mais standardiser le bâtiment, non. Déjà, ça serait la mort de notre métier, donc je ne le souhaite pas. Et on peut réfléchir par contre à des systèmes constructifs. Nous, on est c'est un peu l'ADN de notre agence, c'est de réfléchir aux systèmes qui permettent effectivement l'évolutivité des bâtiments, le réemploi, les deuxième, troisième vies des bâtiments. Donc, bon, ça part souvent d'un principe assez simple qu'on appelle le pot-au-poutre, c'est-à-dire qu'on crée une structure porteuse qui permettent de libérer les plateaux. Encore une fois, on n'a rien inventé, on le faisait il y a déjà une centaine d'années, mais aujourd'hui, c'est encore plus vrai, parce que la destination des bâtiments va évoluer dans le temps, et donc on est obligé d'anticiper ça. Ça, c'est des facteurs. Je pense qu'il faut définir des espèces de points comme ça immuables sur lesquels on peut construire après, mais de là à aller à la standardisation et à faire des bâtiments qui seraient sortis, par exemple, je pense aux bâtiments qu'on fait aujourd'hui avec les imprimantes 3D. Bon, heureusement, ça ne dépasse pas un étage pour l'instant, donc ça va. Mais c'est vrai que si demain on construit les bâtiments comme ça, on risque d'uniformiser les bâtiments et ça va rappeler une mauvaise époque de notre histoire qui sont toutes les UP et tous ces quartiers qu'on a créés comme ça en fonction des chemins de grue et pas du tout en fonction de l'usager et de l'environnement. Donc je me méfie de ça. Donc, pas de crainte. Michel Fréchet, est-ce que c'est des craintes justement des usagers? Et puis, j'avais cette question-là, est-ce que justement l'idée de s'intégrer en amont pour voir comment on conçoit le bâtiment, ça fait partie des idées pour éviter la standardisation, puisqu'on s'adapte aux futurs locataires? Et après, j'avais une autre question, mais plus sur la gestion d'ensemble. Déjà, sur le positionnement des usagers vis-à-vis de toutes ces innovations. Eh bien, j'ai quelques difficultés avec ma voix. Si je reprends ce que je viens d'entendre, à certains moments, je me suis dit, mais les usagers là-dedans, les usagers, la standardisation, ceci, cela, ils sont où les usagers? Bon, alors vous en avez parlé, oui, mais je me dis en même temps que la prise en compte des demandes des usagers, ça va être un long chemin, très difficile à franchir, avec des obstacles très difficiles à franchir. Mais enfin, il ne faut pas se décourager pour autant. Il faut tout faire pour que de plus en plus, parce qu'on est quand même aujourd'hui dans des sociétés modernes où les gens en général interviennent sur beaucoup de choses. Les réseaux sociaux d'ailleurs sont là, pas toujours à très bon escient, mais ils sont là pour dicter l'opinion des gens. Et il faut absolument que dans le domaine du bâtiment, on s'intéresse à la voix,
à la pensée, au désir des usagers, et c'est loin d'être gagné tout ça. Alors j'en reviens encore à ce que je disais tout à l'heure. On parlait d'ailleurs de maîtres d'ouvrage. Je pense que les maîtres d'ouvrage sont là pour débloquer certaines situations, pour que les usagers puissent intervenir. Après, eh bien, il y a les professionnels, mais si le maître d'ouvrage, je rappelle que c'est lui qui paye quand même, hein, si les maîtres d'ouvrage sont là pour dire, bah, écoutez, je tiens à ce que les usagers interviennent et on va réfléchir ensemble à une manière d'intervention des usagers, je pense qu'on aura fait quand même quelques progrès de ce côté-là. Mais ne soyons pas trop ambitieux, parce que je sais que c'est un domaine difficile. Pas à pas, mais ça fait partie aussi, j'imagine, des innovations qu'on pourrait imaginer, hein, puisqu'il y a les innovations techniques, mais il y a les innovations partenariales, en fait, hein, aussi, ça ouvre un champ. Est-ce qu'on peut imaginer ça, de nouvelles façons de concevoir ? C'est même assez fondamental, finalement, parce qu'on on construit un logement, c'est de l'habitat, pour des populations, pour les gens qu'on va loger. Et justement, à mon avis, toute la dynamique qui est en train enfin de se remettre en place, c'est par rapport aux gens et à la qualité d'usage qu'on aura demain. Donc, pour l'instant, on s'occupe du confort thermique, principalement. Mais on a bien vu, de toute façon, vous le disiez tout à l'heure, hein, vraiment, vous l'avez dit tout à l'heure, avec l'épisode Covid, ça nous a appris oui, absolument. L'indispensable relation à l'extérieur. Mais c'est important ce que vous dites, parce que les appartements qu'on construit aujourd'hui sont des appartements plus petits que ceux qu'on construisait dans les années 60-70, par exemple. Il n'y a plus de cellier à l'intérieur des appartements. Dans beaucoup d'appartements d'aujourd'hui, on entre directement dans le salon. Hein, il n'y a plus d'espace d'entrée. Comme avant, il n'y a plus d'entrée. Très souvent, ce qu'on constate, c'est que la cuisine, il n'y a plus de cuisine séparée. Alors, les demandes de cuisine séparée existent chez les usagers. Hein. Mais aujourd'hui, par contre, ce que ne demandent pas obligatoirement les usagers, c'est que la cuisine soit intégrée au salon, comme c'est de plus en plus le cas. Hein. Maintenant, on ouvre la porte, on entre directement dans le salon, il y a une cuisine au coin du salon, et c'est clair, si on fait ça, ce n'est pas obligatoirement parce que les usagers le demandent, mais c'est une question de coût. Et on ne pourra pas améliorer la situation des logements en termes d'habitabilité, je parle, on ne pourra pas l'améliorer si en même temps on ne lie pas cette situation à des phénomènes de coût. Ouais. Alors je voudrais, pour terminer, peut-être Emmanuel, il y a beaucoup de questions sur le fait que finalement les bâtiments de demain, ils sont déjà là, que 80% ça va être de la réhabilitation. Et comment on fait de l'innovation justement avec cette réhabilitation nécessaire, parce que j'imagine que l'innovation, ce n'est pas que pour les logements neufs, les constructions neuves. Donc comment on applique l'innovation? Peut-être un dernier mot là-dessus pour conclure, puisque c'est innover sur de l'ancien, quoi, finalement. Je crois que tout le monde pourra répondre pour sa partie, mais c'est vrai que globalement, de toute façon, il faut regarder ce qu'il y a là. Nous, on le fait à l'échelle territoriale, mais c'est exactement la même chose sur la question du patrimoine. En fait, c'est un trésor. C'est une ressource et c'est avant tout ça, parce que construire, ça devient très compliqué parce que c'est très contraint financièrement. Enfin, la situation est très contraignante financièrement, mais aussi parce que si on veut avoir vraiment une stratégie de peu de consommation de carbone, il faut avant tout savoir remettre en avant ce qu'on a déjà, le rénover, le réemployer. Mais je crois que vraiment ça se décline aussi à l'échelle du neuf, dans la mesure où, de toute façon, la réglementation nous invite maintenant à comprendre la réversibilité aussi. Et ça répond aussi à la question du réemploi de tout à l'heure. En fait, on va reprendre les choses dans l'autre sens aujourd'hui, d'imaginer un usage qui va pouvoir se transformer en un autre usage, ou d'un bâtiment qui va se transformer en un autre bâtiment, ou une matière qui va devenir une autre matière. Je crois que ça va vraiment bouleverser toute la chaîne. Et effectivement, le patrimoine, c'est l'enjeu là. Mais ça va nous permettre, à mon avis, de préparer l'ensemble des filières. Comme vous le disiez, il faut un temps de pause aussi. Et la réhabilitation, au moins, on a déjà le patrimoine, on a déjà la forme, on a déjà tout. On va conforter le volet thermique et de confort, justement. Mais ça va nous laisser un petit temps de repos aussi pour retransformer les modèles, parce que là, on va devoir travailler tous ensemble. Alors, c'est bien, on le fait de plus en plus, mais encore plus maintenant, et avec la maîtrise d'œuvre aussi, pour redessiner la forme
d'un logement de demain, parce que l'adaptation au changement climatique va nous pousser à ça de toute façon. Je crois qu'on va vivre autrement, et on va peut-être pouvoir aussi répondre à Monsieur Fresch sur l'usage, parce qu'on va probablement retrouver des espaces communs ou une nouvelle manière d'habiter ensemble. Ouais. D'accord. Un petit mot pour conclure? Oui. On n'a plus beaucoup de temps. Non, je voulais revenir sur ce que vous disiez sur les usagers. Effectivement, que l'usager, il est au centre c'est le fil rouge de toute la règle, de toute l'innovation qu'on doit porter dans le bâtiment. On n'a pas oublié d'en parler, mais c'est vrai qu'on est parti dans une discussion très technique. Oui, on entre dans l'innovation, mais dans l'innovation, on pense souvent l'usager. Mais je pense qu'effectivement, l'innovation, elle doit aussi s'occuper et s'intéresser à l'usager. Il y a des programmes où l'usager est présent, et présent dès le début, c'est l'habitat participatif, mais qui se développe, à mon avis, pas du tout de façon suffisante, et qu'on voit très très peu, malheureusement, dans l'habitat social. Et il y a un autre système qu'on trouve en Suisse qui s'appelle les coopératives, qui est également un système où les habitants réalisent, fabriquent et montent même leur société quasiment de maîtrise d'ouvrage pour réaliser leur propre bâtiment. Donc il y a des éléments qui permettent de le faire. Par contre, je crois un peu moins, évidemment, à l'implication, pas à l'implication, mais je veux dire à la présence des habitants dans du locatif social. Parce qu'on le sait tous, le locataire arrive à la fin du projet, il est même souvent après plusieurs semaines la livraison. Donc c'est très dur. Par contre, il y a un élément, à mon avis, important qu'il faut créer à ce moment-là, c'est un projet commun qui permette de recréer du lien social. Parce que les logements sont faits, et on les a faits avec, je dirais, la bonne intelligence de l'architecte et du maître d'ouvrage, mais ce qui est le plus important pour moi, pour qu'un immeuble vive bien et que les gens se sentent heureux, c'est qu'il y ait un lien social qui se crée au sein de l'immeuble. Et là, il faut créer des structures qui peuvent être des tiers-lieux. Enfin, il y a plein de solutions qui permettent de justement générer, un lien social recréé. Voilà, un lien social relevé, et que les usagers s'approprient. Et c'est ça qui donnera au bâtiment sa qualité dans le temps. Merci. Un petit mot? Oui, un mot très rapide pour rappeler que l'innovation, pour prospérer, elle a besoin d'un environnement qui soutienne l'innovation. Et parmi les caractéristiques de l'environnement, il y a un peu de stabilité, de la visibilité, parce que qui dit innovation dit investissement, et s'il n'y a pas de visibilité, il n'y a pas d'investissement. Et à nouveau, rôle clé des maîtres d'ouvrage. Le maître d'ouvrage, il est là pour donner cette visibilité, il est là pour donner aussi des gages, je dirais, même sur les engagements financiers, même en période un petit peu compliquée. Hein. Donc voilà, ça me semble être un point très important à remettre en avant, le rôle clé du maître d'ouvrage sur ces questions-là. Michel, vraiment... Oui, on est au moins d'accord, si j'essaie de tirer une conclusion, on est tous d'accord pour mettre en avant l'importance du maître d'ouvrage. Ça sera le mot de la fin, l'usager et puis le maître d'ouvrage. Je vous remercie beaucoup pour tout cet éclairage sur les innovations, qu'elles soient sociales, techniques, l'innovation aussi de replacer l'usager au centre, en tout cas partout. Merci beaucoup.